Entre Poutine et Biden, vous choisissez qui? Ben vraiment aucun des deux, parce que ben oui, parce que ce sont des puissances impérialistes toutes les deux. Mais je ne vais pas dire que M. Biden défend la démocratie dans le monde. Qu'est-ce que les Américains en ont à foutre de la démocratie dans le monde? Ils ont rasé un pays comme l'Irak. Est-ce qu'on a demandé à M. Bush d'aller devant le tribunal pénal international? Pas du tout. François Mitterrand, quelques semaines avant de mourir, il a dit « La France est en guerre et les Français ne le savent pas ». Et il a poursuivi en disant « Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde ». Il n'a pas dit les Russes, il n'a pas dit les Chinois, il n'a pas dit les Arabes, il n'a pas dit les musulmans, il a dit les Américains. C'est ça, et moi, ça me dégoûte, cette hypocrisie au niveau géopolitique. Donc l'Europe est hypocrite, si je vous suis. Complètement. On est en train de parler maintenant des Ukrainiens. Qui est en train de parler du peuple palestinien aujourd'hui, qui se fait massacrer? Personne. L'Arabie Saoudite, notre grand allié sur lequel on va aller acheter l'essence, le pétrole, pas de problème de sanctions. On est complètement dans une hypocrisie aujourd'hui, où en fait le seul agenda qui existe, M. Rebot, c'est l'agenda d'une domination économique. Et vous avez raison que le capital, on y revient. Tout à fait. Et les Russes veulent évidemment leur zone d'influence, mais les Américains, les Européens aussi. Voici comment, il y a 20 ans, le plus gros mensonge de l'histoire allait tuer des centaines de milliers d'innocents et changer le monde à tout jamais. Ça commence avec cette image historique. C'est le 5 février 2003 et on voit Colin Powell, alors secrétaire d'État américain, expliquer devant le Conseil de sécurité de l'ONU que l'Irak détient des armes de destruction massive. Des inspections de l'ONU effectuées sur le terrain ne trouveront jamais des armes de destruction massive. Colin Powell dira plus tard que cette prestation était une tache sur sa réputation. Je veux dire au monde, à tous les peuples libres, que ces criminels de Washington doivent quitter le pouvoir et que l'homme qui est à la Maison Blanche est un meurtrier. Le droit international interdit de faire la guerre aux civils et de provoquer un sociocide. Ils ont anéanti l'Irak pour pouvoir mettre la main sur Saddam Hussein. C'est l'un des plus grands crimes internationaux depuis la Seconde Guerre mondiale. Un crime a été commis avec la complicité totale des médias grand public, qui ont privé d'antenne des voix critiques comme la mienne. Mais c'était une pure perte de temps. L'invasion de l'Irak était imminente. Il a fallu céder la place à un défilé ininterrompu de généraux, de commandants, d'amiraux à la retraite et d'anciens directeurs de la CIA. Bien sûr qu'il y a une propagande américaine, mais moi je l'ai vécu de mes yeux vus sur l'affaire en Irak. Une fiole d'anthrax à la main pour convaincre la communauté internationale d'attaquer l'Irak. Une comédie et une tragédie à la fois. Une comédie parce que Colin Powell lui-même n'était absolument pas convaincu par cette image-là, mais en même temps une tragédie parce qu'à cause de ce comportement-là, à cause de cet affichage-là, nous avons sacrifié des Américains et des Irakiens, nous avons perdu des milliers et des milliers d'individus. Je vous pose la question, qui est un danger pour la paix dans le monde? Qui a détruit le gazoduc Nord Stream? Qui est à l'origine de l'effondrement de l'économie allemande et de l'économie française? Qui nous force à acheter des gaz de schiste à des prix faramineux? Qui est en train de rendre l'économie française et l'industrie française pour toujours, ou en tout cas pour très longtemps, non compétitive? Les consommateurs américains dépensent 7 $ pour avoir une unité de gaz, mais les Français et les Européens l'achètent 37 $. Combien? 37 $, plus de 5 fois plus cher. Les États-Unis profiteraient-ils abusivement de la crise énergétique? Les États-Unis se sont engagés à livrer à l'Europe 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié, un doublement des exportations en un an pour les Américains et à l'arrivée des prix multipliés par 5. Qui a installé sur son ambassade à Paris un système d'écoute de tout ce qui se passe entre les lieux du pouvoir? Qui a écouté Angela Merkel ou le président Hollande ou même dans le président Macron, et on le sait, ça a été avoué? Qui a balancé en 1951 sur la ville de Pont-Saint-Esprit dans le Gard du LSD pour voir l'effet que ça faisait sur les populations? Merci Bill. Laissons les Français siroter leur vin pendant qu'on fait le boulot de nettoyage. Après ça, il ne faut pas qu'ils se demandent pourquoi on les déteste autant. J'ai vu ce grand mensonge américain, j'en suis toujours marqué. Mais donc, là, il y a un mensonge américain, là? Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Ce que je dis, c'est que je l'ai vécu.
La presse américaine se laisse aller à une francophobie parfois des plus primaires. Les Français, singes, mangeurs de fromage. Les Français ont perdu la Deuxième Guerre mondiale en à peu près 20 minutes. Si les Américains ont le droit d'être contre la guerre en Irak, pas les Français. C'est à nous qu'ils doivent cette indépendance avec laquelle ils nous narguent à l'ONU. J'ai envie de jouer quand je regarde le journal de TF1 le soir et que je vois la guerre. Je vois la guerre en Irak. Et sincèrement, j'aime beaucoup les États-Unis. J'ai très envie de les aider quand je les vois comme ça. Mais t'es pas possible, ça! C'est délirant. On est dans un monde délirant. Qui nous impose une culture woke continuelle pour détruire l'âme même de la France? Qui nous impose tous les jours des films, de la musique, des séries, qui nous imposent un mode de vie particulier relevant d'un pays particulier? Je suis stupéfait à quel point on ne comprend pas notre pays, tous ces gens-là qui nous détestent. Je n'arrive pas à y croire, car je sais à quel point nous sommes bons. Ce que je veux vraiment leur dire à Washington, je ne peux pas le dire à la télé. À la télé française, vous pouvez le dire. À la télé française? Oh, je ne sais pas si je vais le dire. Je pourrais être arrêtée pour ça. Washington? J'emmerde Washington. Qui a mis dans la tête des présidents de la République qu'il y avait un nouvel ordre mondial qui allait s'installer, que de toute façon, personne, je dis bien personne, vous rappelez cette phrase de Sarkozy, ne pourra s'y opposer? Qui a propulsé Emmanuel Macron à l'Élysée par une manipulation des médias qui a fait que l'élection présidentielle a été entièrement vidée de son honnêteté, de son fair-play? Qui a prévu de démanteler les pays du Moyen-Orient par la politique du Grand Moyen-Orient après les attentats du 11 septembre? Qui a lancé progressivement une véritable campagne d'encerclement de la Russie? Qui possède 843 bases militaires dans le monde, alors que la Russie, qu'on nous présente comme une grande puissance dangereuse et impériale, n'en possède que 9, dont 8 dans les anciens pays de l'URSS? Qui nous explique que nous devons aller tous vers un nouvel ordre mondial qui doit s'imposer à tous? Qui nous a forcés à avoir des injections ARNM? Quel pays se cache derrière tout ceci? Ah, c'est difficile de regarder la vérité en face. Comment réagit une puissance impérialiste quand elle se fait dépasser? Et c'est l'expérience du dernier siècle qui nous le montre. Elle réagit par la guerre. Elle réagit par la guerre parce que l'armement est une supériorité qui est utilisée vers les autres nations pour pouvoir régler les conflits économiques. Or, les États-Unis d'Amérique ont une longue tradition d'intervention dans les affaires intérieures d'autres pays. Je vous rappelle, chers collègues, que la Charte des Nations Unies est très très claire. Après 1945, il y avait une sorte de pacte entre les nations de dire on ne va pas se mêler des affaires intérieures des autres nations. Pourquoi? Pourquoi, chers collègues, devons-nous garder ce partenariat stratégique? Et pour nos peuples à nous, et pour les peuples du tiers-monde, nous n'avons aucun intérêt à ce partenariat stratégique. Alors on va me dire, ouais, mais ce sont nos normes et nos valeurs communes. La résolution ici commence par nos normes et nos valeurs communes. C'est quoi les normes et les valeurs communes des United States of America? C'est quoi nos valeurs communes? C'est Guantanamo? La torture officialisée dans un centre de détention comme Guantanamo, c'est ça les normes communes? Sur l'île de Cuba d'ailleurs, au mépris de l'indépendance territoriale cubaine. Vous imaginez, donc ce centre de Guantanamo se retrouve sur l'île de Cuba, alors que Cuba n'a rien à dire sur le sujet. Madame Jadin souhaite pouvoir prendre la parole, Monsieur Lebaud. Plaisir, Madame la Présidente. Il n'y a pas qu'un revers de la médaille, mais il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'une facette de la coopération, mais il y en a plusieurs. Tout comme nous le faisons ailleurs avec d'autres pays. Quand nous condamnons la violence, quand nous condamnons la violence des droits fondamentaux, nous le disons aussi, c'est le propre de la diplomatie. Je peux juste demander, alors, si vous avez autant de critiques à leur partager sur les États-Unis, pourquoi on n'a jamais pris une sanction envers les États-Unis? Pour ceux qui voient la vidéo, les mouches sont en train de voler dans l'Assemblée. Et c'est ça la question.
C'est ça la question, c'est que malgré les bombardements, malgré 1,5 million de morts irakiens, malgré la non-reconnaissance de tout ce qui se passe en Palestine et l'abandon par l'administration Biden de Palestine, jamais l'Europe va prendre la moitié du quart d'une sanction que les États-Unis d'Amérique. Par contre, toutes les autres nations du monde, là il n'y a pas de problème, boum, 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 etc. Cette guerre injustifiée, un dégât humain considérable. Au moins 300 000 civils irakiens tués et 300 000 blessés, même si le nombre de morts pourrait être bien plus grand. 20 ans après l'occupation d'Irak, à ce jour, nous avons 3 400 000 exilés irakiens dans 14 pays. Nous avons 4 millions de déplacés à l'intérieur du pays. Nous avons 1 700 000 Irakiens qui vivent sous des tentes dans leur propre pays. Nous avons 6 millions orphelins irakiens à cause de cette guerre-là. Nous avons 12 millions de veufs. Nous avons 6 millions d'individus qui ne savent pas lire et écrire. Or, dans les années 70, l'Irak, le système éducatif irakien était un idéal type pour la totalité des sociétés moyen-orientales. Nous avons 25% des Irakiens qui vivent en dessus du seuil de pauvreté. Sur le conspirationnisme, je voudrais dire un mot, François, avant de parler de l'affaire elle-même. Il étonne, à chaque fois que, depuis une vingtaine d'années, que quelqu'un soutient une thèse qui est contraire à la thèse officielle, il est accusé d'être conspirationniste, oui. On va dire les choses clairement, d'être fou. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous êtes un dingue, les Illuminati sont derrière vous, etc., puisque vous ne pensez pas comme le consensus. Je rappellerai, encore une fois, que ceux qui disaient il y a 2 ans et demi, que le virus s'était échappé d'un laboratoire P4 à Wuhan, qui est un des rares laboratoires au monde capable de contenir, faire des expérimentations de ce type-là, et que le virus pourrait venir de là, on était traités de dingue à cette époque. Les affirmations du commandant des forces de défense radiologiques, biologiques et chimiques ne sont pas anodines. Documents, rapports à l'appui et de manière quasi explicite, il a accusé les États-Unis d'être à l'origine de la pandémie de Covid-19. Sur le territoire de l'Ukraine, il existe un réseau composé d'au moins 30 laboratoires dans lesquels sont menées des expériences biologiques très dangereuses visant à renforcer les qualités pathogènes de la peste, de l'anthrax, du choléra et d'autres maladies mortelles. Alors, comme dans beaucoup d'accusations russes, il y a toujours un petit fond de quelque chose de vrai. En octobre dernier, les Russes avaient demandé une enquête de l'ONU sur l'implication de Washington dans le développement présumé d'armes biologiques en Ukraine. Demande rejetée une semaine plus tard par le Conseil de sécurité. Madame Merkel, toutes ces conversations, via le Danemark, la NSA américaine, mais l'ensemble de nos premiers ministres sous écoute. Que fait l'Europe? Rien du tout, non, sorry, on va essayer de parler pas trop vite la prochaine fois au téléphone, comme ça vous entendrez mieux nos conversations. Edward Snowden nous apprend que les États-Unis d'Amérique, via le programme PRISM, filtrent l'ensemble de nos communications par mail européennes. Tous nos mails, que vous envoyez ici les uns les autres, hop, ça passe par les États-Unis, hop, ça revient, c'est filtré. Et on dit rien. Pourquoi? Parce que c'est les États-Unis d'Amérique. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Pourquoi? Et donc, la France, et j'espère que la Belgique ne suivra pas, envoie des bateaux militaires américains, français en opération avec les Américains en mer de Chine. Mais qu'est-ce que l'Europe va aller foutre en mer de Chine? Vous imaginez que devant la mer du Nord, les Chinois commencent à parader avec leurs porte-avions? On fait quoi là? C'est quoi ce nouvel ordre mondial qu'on est en train de faire là maintenant? Donc le danger de guerre est grand. Pourquoi? Parce qu'il y a crise économique. Une superpuissance comme les États-Unis d'Amérique n'acceptera pas de laisser tomber son hégémonie mondiale. Je demande aujourd'hui à l'Europe, à la Belgique, de ne pas rentrer dans ce jeu-là des États-Unis d'Amérique. De ce côté, ce partenariat stratégique, comme on nous le développe ici aujourd'hui, n'est pas une bonne chose pour les peuples du monde. Sur les 100 plus grandes entreprises dans le monde, 51 sont américaines. Elles concentrent des millions de travailleurs, des millions de dollars, des milliards de dollars, sont plus puissantes que les États. Ces entreprises exportent leurs capitaux.
et ont besoin d'une force armée pour pouvoir assujettir les marchés qui ne leur ouvriraient pas grand les bras. C'est ce qui se passe ces 50 dernières années. Aujourd'hui, vu la crise économique mondiale, vu les tensions entre grandes puissances, je pense qu'il y a un enjeu stratégique pour l'Europe et pour la Belgique de tendre la main à toutes les puissances du monde. Les États-Unis d'Amérique vont nous mener dans une guerre d'abord froide et puis chaude. Pour les 5-10 années à venir, pour savoir si oui ou non, la crise économique, comme en 14-18, comme en 40-45, va connaître une issue soit de guerrière, et c'est clair que les États-Unis d'Amérique s'y préparent, soit de paix. Cette question-là, nous, comme PTB, comme parti anti-impérialiste, on a choisi notre camp. Nous choisissons le camp des peuples du monde. Nous choisissons le camp des peuples du tiers-monde qui souffrent aujourd'hui sous la domination de ces multinationales américaines et européennes. Nous choisissons le camp de cette mobilisation des peuples du monde pour la paix. Parce que dans la guerre, il n'y a qu'une seule puissance qui peut en profiter, c'est celle du business. C'est celle des vendeurs d'armes. C'est les fameux Lockheed Martin. C'est toutes ces sociétés qui se font du fric et du fric et du fric pour armer de plus en plus la puissance impérialiste américaine aujourd'hui. Donc nous voterons contre ce texte, chers collègues. Nous voterons contre toutes les initiatives de jonctionner complètement l'Europe avec les États-Unis d'Amérique, et nous espérons que l'Europe pourra jouer un rôle de paix et pas un rôle de défense de ses propres intérêts géostratégiques basés sur le business. Nous, on ne veut pas rouler pour les Philips, on ne veut pas rouler pour les multinationales américaines, pour les Volvo et tout et quanti, les Renault et compagnie. Ce qu'on veut pour nous, c'est de rouler pour les peuples du monde, pour les travailleurs. Et les travailleurs n'ont pas intérêt à ces guerres inter-impérialistes. Les travailleurs ont intérêt à la paix et à les avancées sociales. Les États-Unis, l'impérialisme américain, sont intervenus en Chine en 1945-1946, en Syrie en 1949, en Corée 1950-1953, en Chine 1950-1953, en Iran en 1953, au Guatemala en 1954, au Tibet entre 1955 et 1970, en Indonésie en 1958, la baie des Cochons à Cuba 1959, en République démocratique du Congo entre 1960 et 1965, en République dominicaine en 1961, in Vietnam 10 jaar, 61-73, in Brazilië 64, in de Republiek of Congo 64, in Guatemala weer eens 64, in Laos 64 tot 73, en République dominicaine 65-66. Je n'ai pas encore fini, chers collègues. L'impérialisme américain est intervenu aussi au Pérou en 1965, en Grèce en 1967, au Guatemala à nouveau en 67, au Cambodge 69, au Chili avec la démission forcée par la CIA du camarade Allende en 1973, en Argentine en 1976, en Angola les troupes américaines en 76 jusqu'en 92, en Turquie en 1980, en Pologne en 1980, en El Salvador 81, Nicaragua 81, Cambodge 80 95, le Liban, la Grenade, la Libye en 86, en Iran en 87. Les États-Unis d'Amérique sont intervenus en Libye en 89, aux Philippines en 89, au Panama en 1990, en Irak en 1991, en Somalie entre 92 en 94. De Verenigde Staten van Amerika zijn tussengekomen in Bosnië in 95, in Irak weer eens in 92 tot 96, in Sudan in 98, Afghanistan 98, Joegoslavië in 99, Afghanistan in 2001. Les États-Unis d'Amérique sont encore intervenus en Irak entre 2002 et 2003, en Somalie en 2006-2007, en Iran entre 2005 et aujourd'hui, en Libye en 2011 et au Venezuela en 2019. Qu'est-ce qu'on a à dire à ça, chers collègues? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'une puissance aussi dominante au niveau du monde est intervenue dans tous ces pays? Quel intérêt avons-nous, la Belgique, avons-nous, les peuples européens, de se lier stratégiquement avec une puissance aussi dominante? C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé maintenant. Je vais rentrer chez moi, ça arrêtez plus de crier. Je vais rentrer chez moi, le conduire ma Chevrolet 58, j'arrivais pas à trouver ses jambes. C'est important pourquoi? C'est important au moins pour que nous comprenions, nous aussi, que nous ne sommes pas le camp du bien. Et ça, c'est très important parce que si on pense que nous sommes le camp du bien, nous pouvons tout nous permettre. Le bien peut tout se permettre. Et si l'autre en face passe la même chose, vous imaginez où nous allons.